Alors salut à tous, ici Architecte, non pas en direct de Nice comme d'habitude, mais en direct de Paris, 9e arrondissement. On est aujourd'hui, je me suis déplacé et je pense que vraiment ça vaut le coup, puisque vous qui êtes fan de synthé et moi aussi, là on va être servi. Donc écoute, je te laisse tout de suite te présenter. Merci, chez Nicolas. Alors, moi, chez Manfred. Je suis réparateur de synthétiseurs depuis bientôt. J'entame ma 6e année ou 5e année, je sais plus. Ça doit faire au moins 5 ans, on va dire. Donc voilà, on est chez Vintage Synth Co. C'est notre atelier de réparation. On fait des ventes aussi. On se spécialise sur les anciennes machines, donc c'est-à-dire de la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 80, pour donner une fourchette c'est un peu large. On fait de la réparation, de la restauration, de la maintenance, de la vente. Et puis voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. J'en profite, tu dis jusqu'à la fin des années 80. La raison, c'est que après, en fait, c'est trop compliqué à réparer ou pas intéressant ou quelle est la raison Alors, c'est un enchevêtrement de raisons, mais je vais en citer deux pour rester le plus simple possible. La première, ça va être, plus on avance dans le temps, moins chez les constructeurs partagent leur schéma. C'est un peu normal, sachant que dans les années 70, ils donnaient pas non plus les plans chez des machines actuelles. Peut-être on verra d'ici 15-20 ans si ça se décoince un peu. Ouais, seront vintage du coup. Voilà. Mais ce qui m'amène à la deuxième raison qui est la plus compliquée, on va dire, c'est qu'il y a eu un basculement à partir de la fin des années 80. Enfin, ça a commencé un petit peu avant, mais c'est très visible depuis la fin des années 80 dans l'électronique, on va dire industrielle, chez le grand public. C'est que tous les composants, on va dire qu'il y a 80% qui sont devenus des composants, ce qu'on appelle CMS, montés à surface, en opposition aux composants se traversant. Qui sont les composants les plus classiques qui équipaient toutes les machines qu'on répare nous. Ce sont des composants qu'on trouve encore peut-être à 90% encore à l'heure actuelle, qu'on peut trouver chez des grands distributeurs comme Mauser, Farnell, Radiosphere. Et donc c'est beaucoup plus simple de s'approvisionner. Pardon, j'y arrivé. Alors encore, le CMS, on peut en réparer de temps en temps. Là où ça devient encore plus compliqué, c'est qu'il y a de plus en plus de composants qui sont, propriétaires. Ouais. Ce qui fait que, soit on peut plus les trouver parce qu'ils ont été faits sur mesure pour telle ou telle marque, ou parce que très simplement ils sont plus fabriqués depuis 5-10 ans. Et il y a un peu une règle un peu bizarre, mais plus les composants sont vieux, plus on a une chance de les trouver. Ouais. Ce qui est un peu absurde. Oui, alors qu'il y a des tas de composants modernes qui ont des spécifications qui changent légèrement, et tous les 4-5 ans, ils sont arrêtés. Bref, donc c'est un enfer. Okay. Pour ceux qui développent des produits, je pense qu'ils savent de quoi je parle. Ouais. Alors, et si tu veux nous parler un peu de ton parcours, comment t'es arrivé là, ici, maintenant, aujourd'hui? Avec plaisir. Alors, j'ai fait un bac ES, donc qui n'a pas grand rapport avec mon activité de réparateur. Juste après mon bac, j'ai fait que de la musique, pour faire simple. D'accord. J'ai eu mon DEM, ça s'appelait comme ça à l'époque, sur le conservatoire de Grenoble en basse électrique. Grenoble, d'accord. Ouais. C'est un vivier, Grenoble, de musique électronique. Ouais, la région Rhône-Alpes, de manière générale, il y a pas mal de... Bon, bref, c'est une région que j'adore. En plus, si j'ai l'occasion d'y vivre, mais bon, on n'en est pas là. Et donc j'ai fait mon DEM qui est l'équivalent d'un bac en gros à Grenoble. Après, je suis monté à Damary-les-Lys faire l'école du CMDL, Centre des musiques Didier Lockwood, donc une école jazz plutôt, toujours en basse électrique. Ça m'a pris 3 ans, et après je me suis lancé directement dans la réparation, pas directement parce que j'avais commencé un petit peu quand j'étais au CMDL. J'avais mis un pied dans les synthés de par ce que j'écoutais. J'écoute et j'écoute toujours beaucoup de jazz dit fusion, ouais. Donc sur Chick Corea, sur Weather Report, Herbie Hancock.
Et bah ça a un peu trop d'éteint, on va dire, sur moi. Et j'ai commencé à acheter mon premier synthé, ça devait être un petit Moog Rogue. Ok, C'est déjà pas mal, mais à l'époque, tu pouvais les choper pour 400 balles. Bon, et en fait, ça marchait pas très bien. Du coup, j'ai mis un peu les mains dedans parce que t'es obligé. En fait, des machines qui ont cet âge-là, il y a toujours des choses qui vont pas, sauf grosse exception. Et c'est un peu la nécessité qui m'a fait m'y mettre. Et après, j'en ai acheté 2, 3. Puis évidemment, j'ai eu une super occasion pour un OB8 de la marque chez Doberheim. Donc c'était une sacrée bécane. Et je me suis passionné. J'ai adoré les ouvrir, comprendre comment ça marche. Ça m'a fasciné. D'accord. Et ça fait, ça doit faire au moins que j'ai un intérêt pour ces machines. Ça doit faire 8 ans, 9 ans. D'accord, ok. Et voilà. Avant, quand tu étais petit, tu t'amusais pas à démonter les appareils électriques que tu avais, donc pas spécialement. J'étais ni bricoleur, ni okay. Intéressé par ça, ni curieux. D'accord. C'est arrivé vraiment d'un coup avec les synthés. Voilà, c'est un peu ce qui a déclenché toute cette folie, on va dire. Ouais. Voilà. Oh. si, quand même. Folie, je pense qu'on peut le dire parce que. Bon, il n'y a pas grand chose. Après, on vous montrera, on fera un tour. Là vous voyez qu'une toute petite partie. Et donc, on arrive du coup à là où on se trouve aujourd'hui. Donc j'imagine que c'était un projet, enfin j'imagine peut-être pas, mais mûri, réfléchi, ou alors c'était d'un coup tu t'es dit allez j'ouvre une boutique. Comment ça s'est passé? Pour faire simple, donc j'ai commencé à travailler d'abord en tant que micro entrepreneur à mon compte. Ça a duré 4 ans, depuis 2019. Et donc, je bossais chez moi. Donc, j'ai dû apprendre à me faire chez un atelier. Et bon, c'était un peu compliqué parce que, bon, le premier appart, on devait être dans 45 mètres carrés et il y avait peut-être 20 mètres carrés pour les synthés. Et à la fin, ça débordait. C'est tous les producteurs aujourd'hui, de toute façon, même sans être réparateur, ça grignote, ça grignote. Le problème, c'est que quand tu as 30 machines dans ton chez-toi et que le matin, tu te lèves et qu'il y a 3 synthés sur la tranche, bon, tu te dis, ça va pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc on a déménagé dans un appart plus grand, ça allait un petit peu mieux pendant quelques temps et rebelote. Mais bon, c'était vivable. Mais là, c'était bouche à oreille, du coup. Quasiment que du bouche à oreille. J'avais mon petit site internet, mais c'est tout. Effectivement, en fait, il y a une énorme demande parce que plus personne ne fait ça et les machines après 40-50 ans, il y a un parc énorme à entretenir, quoi. Mais j'ai toujours beaucoup de retard sur tout ce que je fais parce que en fait, c'est un boulot où les 3/4 du temps c'est du sur-mesure. Ouais. Il faut trouver des solutions sur mesure à des problèmes sur mesure et c'est multiplié par le nombre de machines qui existent et de modèles et de marques, donc c'est sans fin en fait. On fait refaire des pièces sur mesure, des potentiomètres, des pièces en plastique, des capuchons, enfin c'est sans fin. Et bon, le point positif dans tout ça, c'est que j'ai rencontré pas mal de monde assez vite. C'est ça qui est très sympa. Des particuliers, des professionnels, des musiciens, des amateurs, des gens que c'était leur premier synthé, des gens ils en avaient 200. 200 ? Ouais, il y a des collectionneurs, il n'y a pas de limite après. Et parmi ces gens-là, j'ai rencontré mon futur, mon associé, qui m'a aidé à fonder cette entreprise actuelle, ce Vintage Synth & Co. Et donc qui était le fondateur d'une boîte de plugins qui s'appelle UVI. Ah, petite entreprise peu connue, d'accord. Je savais pas, que je fais beaucoup de démos sur ma chaîne pour UVI et en plus d'avoir beaucoup de talent, ils sont très sympas. Donc je confirme. Ouais. Alain je ne savais pas. Donc Chalin, c'est mon associé. D'accord, donc c'est là en fait où ils viennent sampler en partie. En partie, ouais, j'imagine là, c'est une source inépuisable là chez toi pour eux là. Il y a des machines toutes plus rares les unes que les autres. Elle fonctionne normalement. Donc c'est le bon partenariat quoi. D'accord. Et donc on s'est mis tous les deux. Il a vu ça faisait un petit moment qu'il avait ça en tête. Et puis il a vu ce local là qui était alloué et il a dit on va commencer comme ça. C'était un peu le flash. On a commencé les travaux en février dernier. D'accord. On n'a pas déjà vu d'ailleurs sur des teasers UVI ce lieu ici?
C'est possible. Il me semble, hein, je crois, parce que du coup, ça me parle sur des récents. Sur Vintage Vault ou des choses comme ça. Vintage Vault, il me semble qu'on a vu, d'accord. Et justement, ça me faisait rêver, donc ok, je comprends. Voilà, ouais. Du coup, c'est la réponse. D'accord. Et donc les travaux ont commencé en février. Et bon, on pensait faire notre inauguration en mars. Ça, c'est normal. Et puis tout prenait du retard parce qu'on a tout fait faire sur mesure. Enfin, on verra peut-être l'atelier tout à l'heure, mais les casiers, les rangements, la table, tout. Enfin bref, donc tout a pris 6 mois finalement. Et encore ça va, du coup. Que 6 mois, c'est bon, comme retard, ça va. Nous, ça nous a fait flipper, mais bon, en fait, c'est normal. Et j'ai commencé à bosser ici fin mai, début juin, finalement. Et on a fait notre inauguration en décembre dernier. Donc ça a pris quasiment 9 mois, quoi. Mais bon, les choses sont vraiment bien passées. C'est très agréable de bosser dans des conditions pareilles. On va vous montrer un peu tout à l'heure, mais on a de la place, c'est grand. Tout est bien rangé. C'est propre, c'est propre. Il y a un point d'honneur, c'est impossible de bosser quand il faut qu'il y ait du bordel, c'est normal. Mais il y a jusqu'à un certain point, quoi. S'il y a trop d'outils dans tous les sens, de composants, tu sais plus où ils sont, ni combien t'en as, est-ce qu'il faut que t'en recommandes pour le prochain synthé, ça devient infernal. Donc dès le début, j'avais structuré ça, et là on a poussé ça encore plus loin, quoi. Ouais, là c'est nickel. Tout ce qu'il y a de vieux finalement, c'est les synthés. Et c'est vrai que moi j'ai l'image à Nice, on a un réparateur et c'est un peu l'image qu'on se fait de ce genre de boutique. La boutique toute sombre, petite, crade, avec des synthés partout, t'es obligé d'enjamber pour pouvoir accéder au réparateur. Le réparateur un petit peu savant fou, tu comprends pas trop ce qu'il dit, et voilà. Et oui, et du coup c'est vrai qu'on a cette image de la petite boutique un petit peu comme ça, aussi vieille que ses synthés. Et là c'est impeccable. Là on dirait vraiment un showroom. Bon, bravo pour ça. Il faut que ça le reste maintenant parce que ça vient d'ouvrir. Hein. Donc au niveau de l'ouverture, est-ce que c'est quand même un sacré challenge, un sacré défi d'ouvrir une boutique dans Paris? Parce que j'imagine qu'il faut trouver le lieu, il faut voir si le plan financier pour la location de l'endroit qui doit pas être donné, j'imagine, à Paris. Surtout que là on est dans des quartiers sympas quand même, on est dans un beau quartier. Est-ce que t'as beaucoup hésité? Est-ce que tu t'es lancé? Est-ce que tu t'es fait du souci? Bah ouais, ça c'est toujours des hésitations, il y en a toujours, il y en a encore. C'est normal, hein, il y a jamais rien de sûr. Après, ce qui nous conforte, c'est qu'on a beaucoup de boulot, enfin même trop, je dirais. Pour ça j'ai mon assistant et on va embaucher une troisième personne qui va nous aider directement. Donc ouais, c'est sûr que financièrement il y a des enjeux. Il y a le loyer, enfin plus par rapport à ce que j'étais en tant que micro-entrepreneur, je passe dans une forme de société qui est une SAS, si je dis pas de bêtises, donc c'est un autre monde, hein, c'est comptable, charge, enfin bref. On va pas discuter de ça, mais c'est un autre. Non, mais ça fait partie des soucis puis des choses à penser, c'est que d'un coup tu te retrouves auto-entrepreneur à juste à faire ta déclaration et là tu changes complètement d'environnement puis t'as plein de soucis que t'avais pas prévus. Ah oui, faut penser à ça, faut déclarer ça. Donc et tout ça c'est du temps qui se rajoute à la tâche de travail qui augmente parce qu'en plus t'as ouvert un magasin, quoi. Donc c'est ça. On a fait le pari de. Après j'ai un peu d'aide, heureusement. Je suis pas non plus tout seul parce que sinon je pourrais rien faire. Mais c'est le choix qu'on a fait. Je pense que ce sera payant sur le long terme, le fait de former parce que de toute façon au bout d'un moment, tout seul, les journées font que 24 heures. Et je suis confiant quand même si on n'est jamais, c'est pas le long fleuve, tranquille, jamais. C'est sûr. Mais voilà, je suis confiant. Je suis très optimiste pour la suite. Ok, on te le souhaite évidemment. Mais bon, là, j'ai pas peur quand je vois autant de bécanes, c'est que forcément, il y a de la demande. Et puis, d'autant plus, on va en parler. Bon, on peut en parler d'abord tout de suite de ce. Alors, c'est pas ce renouveau parce que ça fait un petit moment quand même, mais c'est vrai qu'il y a quand même une certaine appétence depuis quelques années pour les machines vintage, qui étaient peut-être il y a 10 ans, 15 ans, on pouvait encore trouver certaines machines pas trop chères dans des brocantes ou quoi, où les gens savaient pas trop. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même une explosion à la fois de la demande et des prix forcément, et une disparition, comme tu disais, aussi de ceux qui les réparent. Donc toi, qu'est-ce que tu penses justement de cette, on va dire un peu de cette vague du vintage et de ce renouveau de ces vieux synthés? Effectivement, comme tu l'as dit,
Malheureusement, c'est un effet d'offre et de demande multiplié par. Alors, il y a de la spéculation, c'est obligé, comme pour tout ce qui est limité. Enfin, tout est limité par nature, mais là, c'est. On parle par exemple, pour prendre le cas d'un Prophète 10, il y a peut-être 600 exemplaires. Ouais. De 600 exemplaires, il y en a un là. Ouais. Et passé 40 ans, il y en reste peut-être 400. Donc en fait, on parle de quantités très, très, très petites. Et après, c'est comme pour les voitures de collection, les guitares, les prix montent avec le temps parce que il y a de plus en plus de gens qui en veulent. À la différence d'une guitare, il y a des frais de fonctionnement et de travaux qu'il faut prévoir, qui sont énormes souvent, surtout pour les gros polyphoniques. Donc, et puis là, c'est monté très fort avec le Covid en plus. Ouais, avec les composants. Mais ça commence à baisser quand même. Donc, on verra. Moi, je pense que ça va se stabiliser. Je suis pas sûr que ça redescende à des niveaux comme c'était au début des années 2000. Ça me paraît pas possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça montera pas indéfiniment non plus. Donc, ça va se tasser. Peut-être ça baissera un peu. Après, bon, on peut pas tout prédire. Mais en tout cas, ce qui est une des composantes du succès de ces machines, c'est que ça se répare très très bien, sauf des cas très, très précis où il y a vraiment de la destruction physique, mais sinon 90% des pannes se résolvent. Alors, pas toujours très facilement, mais ça se résout. C'est des machines qui ont une pérennité, qui ont déjà 40 ans, qui, si on les entretient bien, peuvent encore durer 40 ans de plus. Ce qui est incroyable quand on pense que c'est juste de l'électronique, quoi. Ouais. Quelque part. Oui, on en reparlera dans 40 ans des machines d'aujourd'hui. On verra si elles seront encore là. C'est moins sûr. C'est moins sûr. Ouais. Et est-ce que, juste une petite aparté, il y a des collectionneurs qui juste collectionnent, c'est-à-dire qu'ils font pas de musique, ils les utilisent même pas forcément, mais juste ils aiment les objets et ils collectionnent. J'en connais quelques-uns, ouais. Je citerai pas de nom parce qu'ils m'ont demandé de pas les citer, mais ouais, il y en a. C'est juste pour l'objet. Ils sont passionnés, mais j'en ai un qui m'a confié des machines de rêve. Je vais pas trop en parler, mais il l'avait jamais. Il l'avait pas essayé, quoi. Ça faisait 35 ans qu'il l'avait. Il dit je sais pas s'il marche. Alors qu'au contraire, il faut les allumer régulièrement pour les maintenir un petit peu, justement. Ouais, l'idéal c'est de les allumer peut-être une fois par semaine pendant 1 heure ou 2. Pas non plus. Alors, chose très mauvaise, on dit oui, les problèmes arrivent quand on les éteint et qu'on se rallume. Alors oui, mais c'est pas une raison pour les laisser allumer sur 24 heures, sur 24. Ça va les user prématurément. La chaleur, ça use les composants. Les condensateurs, ils ont une durée de vie qui est prévu par les fabricants. En général, c'est 1000 heures, 2000 heures, 3000 heures. Donc, c'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup en fait, 2000 heures. Quoi. Alors, après, ça, c'est des durées de vie qui sont très théoriques. Hein. On va dire, dans les synthés de ces années-là, c'était des condos qui n'étaient pas spécialement super haut de gamme. Ouais. Et on va dire qu'il y a 70% qui fonctionnent très bien encore aujourd'hui. Alors, est-ce qu'ils ont été utilisés 3000 heures ou pas? L'humidité, ça peut dégrader. En fait, il y a plein de facteurs qui font que ces 3000 heures, c'est plus ou moins, quoi. Oui. Mais en tout cas, l'idéal, c'est vraiment de les utiliser de temps en temps, de bouger les potentiomètres, par exemple, pour pas qu'ils s'encrassent donc voilà, vraiment de les utiliser peut-être 1 heure par semaine. C'est l'idéal. Donc dans l'idéal de faire de la musique avec, hein, c'est quand même pour ça qu'ils ont été faits. Donc si on peut faire de la musique avec, c'est cool. Et à propos des réparations, justement au niveau donc alors je pensais forcément à Retour vers le futur où la DeLorean dans le 3, il manque, je crois, une résistance, quelque chose comme ça. Et en fait pour recréer cette résistance, ils font un truc énorme. Le doc fait quelque chose d'énorme pour pouvoir y arriver à recréer un petit élément. Est-ce que justement maintenant c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait quand tu dois réparer une machine ou un condo à griller qui peut être composé de plusieurs pièces, est-ce qu'aujourd'hui on arrive du coup à retrouver une pièce qui soit beaucoup plus moderne mais qui va en remplacer plusieurs ou alors il faut au contraire essayer de retrouver à chaque fois les pièces d'origine parce que c'est aussi ça peut-être qui fait le son alors on va dire ça dépend vraiment du contexte et de ce qu'on change et du circuit
Enfin, vraiment, ça dépend vraiment du design, en fait. Okay. C'est-à-dire, si on remplace, je vais prendre un exemple bête, si on remplace un condensateur, on va dire que c'est du polystyrène, qui est placé à un endroit bien précis pour être stable, et qu'on le change par un condensateur métallisé, Mylar, qui n'a pas du tout les mêmes propriétés en termes de stabilité, sur réaction par rapport à la chaleur. Là, grosso modo, on va dégrader le design. Ouais. Donc, il faut vraiment, en fait, il faut savoir où on met les pieds et pas remplacer n'importe quoi par n'importe quoi. Donc, l'idéal, c'est de remplacer par des composants de même nature, avec les mêmes tolérances et les mêmes specs, spécificités. Mais par exemple, moi, je suis pas dans je trouve que c'est un peu absurde, mais d'ailleurs, d'aller dans un espèce de fétichisme où je vais changer des vieux condensateurs par des vieux condensateurs. Ouais, ils vont regriller. Si c'est des électrolytiques ou des tantales, ça n'a aucun sens. Il y a peut-être un ou deux cas où ça peut se discuter, mais des composants qui ont 50, 60 ans, j'ai aucune raison particulière de les remettre dans une machine qu'à cet âge-là, ça serait, je dis pas que c'est prendre des risques, mais si on prend des composants qui ont les mêmes caractéristiques et qui sont neufs, le son ne s'en retrouvera pas changé du tout, bien au contraire, quoi. Ouais, d'ailleurs, ça t'arrive d'avoir des clients qui t'amènent un synthé, tu le répares et finalement ils te disent ah mais il a pas le même son, ou alors est-ce que toi c'est quelque chose que tu fais attention? Est-ce que quand un synthé en tout cas est en état de fonctionnement, vous allez le checker avec un oscilloscope, voir à quoi ressemble la forme d'onde, on va dire basique, et de faire en sorte vraiment que le choix des composants fasse en sorte que ça dégrade, ou alors justement que ça continue à dégrader le son, parce que finalement on aime les vieux synthés parce qu'ils sont pas très stables et parce qu'ils ont des problèmes, et en fait j'imagine qu'en les réparant ça peut être compliqué de conserver ces problèmes finalement. Alors voilà, et puis il y a deux écoles. Il y a ceux qui veulent des synthés qui marchent, et il y a ceux qui veulent des synthés qui dysfonctionnent un peu. Enfin, je dirais, c'est assez bizarre, mais j'ai pas d'autres termes. Oui, qu'ils soient pas stables avec la température, qu'ils soient long à chauffer, que de temps en temps ça désaccorde. Voilà, quand tu bouges le switch, ça crache ou ça se désaccorde. Bref, nous ici, clairement, on favorise l'école des synthés qui marchent. Ouais, ok, d'accord, ok. C'est un parti pris. Ouais, mais est-ce que c'est pas la différence avec les VST qui sont de mieux en mieux, où on trouve quelque chose de plus en plus droit? Est-ce que non, ouais, toi t'es pas partisan du... En fait, le synthé, il a été prévu pour fonctionner d'une certaine manière, et en tout cas, moi, le son qui m'intéresse, c'est quand le synthé fonctionne. S'il y a alors, l'accordage, il y a toujours des drifts à quelques cents. C'est impossible d'avoir un Memory Moog avec un accordage comme un DX7, c'est sûr. Ça il y a 3000 raisons qui font que c'est pas possible. Mais ça doit rester quand même des dérives et des tolérances qui sont mesurées et musicales. Alors après, c'est pas à moi de définir ce qui est musical ou ce qui l'est pas, mais quand il y a une voix qui drift de 15 cents, pour moi, c'est pas tolérable. Voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais donc il y a des choses qui vont faire partie du charme de l'analogique, des petites différences entre chaque voix, mais ça doit être quand même minime, ou alors c'est qu'il y a un problème et c'est pas voulu. En fait, toute la problématique de ce métier, c'est qu'il faut savoir doser et connaître les machines pour savoir comment ça doit sonner, ce qui est voulu, ce qui n'est pas voulu. Par exemple, notamment c'était un Prophet 5 Rev 2. Donc j'ai restauré toute la partie de la carte voix pour l'accordage des VCO. C'était une demande du client. Et le client me dit après, ça sonne trop droit. Oui, voilà, c'est ce que je disais, j'imagine. Ouais, c'est trop propre. On dirait un VST. Voilà, donc j'ai eu, si j'avais su, j'aurais tout décalibré un petit peu parce que il trouvait qu'il était trop faux et il voulait que, bon, voilà. Donc c'est des histoires de point de vue et puis de ce qu'on s'imagine. Voilà, donc mais bon, moi, ma référence, ça reste la 440. Et voilà. C'est petit collé, ouais, d'accord. À partir de ça bouge un peu. Ou
ou ça bouge pas. Mais voilà, après si on veut, je peux désaccorder les machines, il n'y a pas de souci. Mais ça peut être intéressant de proposer ce service. Tu as une machine qui sonne très droite, on te la porte et puis tu la dérègles complètement. Et, et voilà. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il y a des synthés déjà de base, je crois, qui sont sortis où déjà ils avaient entre guillemets des problèmes presque à l'origine. Et là, dans ce cas, tu essaies de les conserver quand même, connaissant la machine. Ou non, tu dis allez, on essaie de le refaire sonner droit. Lui. Pour ce qui est de, pour ce qui est de sur l'accordage, j'essaie quand même d'améliorer autant que faire se peut. Ça veut pas dire que je vais faire une refonte complète du système d'accordage pour que tout soit très très précis, mais par contre je vais faire en sorte que ça dérive le moins possible. Donc tout en restant quand même fidèle à l'architecture de la machine, on va remplacer par exemple sur un Memory Moog, il y a des tas de composants qui sont critiques pour l'accordage. De base, ils ont pris des pièces d'une qualité déplorable. Les 40 ans après, c'est encore pire. Donc nous, par exemple, sur un Memory Moog, on change les pièces et on les remplace par des pièces neuves d'une qualité bien supérieure où tu peux s'accorder bien plus finement, par exemple. Donc voilà, c'est un ensemble. Mais encore une fois, on reste fidèle au design et sur l'architecture de la... Ouais, la conception de base. Ok. Et alors, donc j'imagine au niveau de la réparation, finalement, tu te retrouves à faire pas mal de corps de métier parce que j'imagine qu'il y a de la menuiserie, il y a évidemment tout ce qui est soudure, il y a de l'électronique, il y a aussi un petit peu de software peut-être de temps en temps. Oui et non, c'est-à-dire que moi, ça reste vraiment ce que je fais, c'est vraiment je fais pas de menuiserie. Je peux cirer un peu de bois, mais ça c'est pas de la menuiserie. Donc alors après, ouais, pour des tâches vraiment précises comme celle-là, on a des gens avec lesquels on va travailler parce que je peux pas tout faire tout seul. Encore une fois, moi vraiment mon cœur de métier, ça va être savoir souder, dessouder, lire des schémas. Il y a un côté mécanique aussi, démonter des claviers, des potentiomètres, des switches. J'imagine de temps en temps ça doit arriver de devoir remplacer une tôle, remplacer du bois, et là tu confies ça à quelqu'un qui fait ça. On a des gens avec qui on bosse qui refont soit des sérigraphies, qui peuvent refaire des carcasses en bois. Mais après ça fait vraiment partie de toutes les choses qu'on va faire sur mesure. Ça va être refaire faire des potentiomètres, des choses comme ça. Et c'est malheureusement ou heureusement c'est une grande partie de ce boulot, quoi. Oui, forcément. Et la partie software, du coup, il y a quand même des synthés à ces époques qui ont quand même où il y a du code dedans. Ouais, j'imagine qu'il doit être assez exotique des fois. Alors voilà, ouais. Moi, la partie soft, ça se limite à graver des puces. Parce on grave des puces avec un petit graveur qui est un petit boîtier qui permet d'envoyer des signaux. En général, c'est des puces qu'on les plus petites. Les plus petites, elles doivent avoir 1 kg de mémoire. Et les plus grosses 2 mégas. Voilà, quoi, pour te donner un ordre d'idée. Les premières, on va les trouver dans par exemple un Prophet 5 dans un Prophet 5 Rêve 1, des puces des EPROM des 2708. Donc c'est vraiment des puces ROM et puis tu peux mettre le code que tu veux dedans, donc c'est pas grand chose. Mais à l'époque, fallait passer par ça. Et comment tu le récupères, le code, en fait? Il te faut une autre machine sur laquelle, non? Avec la même machine, tu peux lire aussi. Alors, ça dépend des puces, mais en l'occurrence, toutes ces EPROM, il y a 90% que tu peux lire graver. D'accord. Et au niveau des composants, est-ce que tu trouves à peu près ce que tu veux ou parfois c'est vraiment galère et faut improviser, quoi? On va dire la majeure partie du temps, je trouve à tout ce qu'il faut. C'est rare que je doive improviser dans le sens où c'est ce que c'est pas que je déteste faire, mais je déteste mettre quelque chose qui n'a pas sa place, qui est pas s'adapté, qui fonctionne pas, c'est pas le bon support de montage, il se raccorde pas pareil. Bref, moi ça me hérisse le poil. Donc, soit on les a en stock, soit on les fait refaire. Et si vraiment c'est des pièces trop sur mesure qu'on peut pas faire refaire, ça peut arriver dans 0,5% dans des cas. Là,
on abdique. Mais c'est vraiment rare. C'est rare, d'accord. Et l'impression 3D, c'est quelque chose qui vous sert ou? Bien sûr. Ouais, on s'en sert pour modéliser, encore une fois, des capuchons, des supports pour clavier. Ça peut avoir 1000 rôles. C'est un outil formidable. Heureusement qu'on a ça, d'ailleurs, parce que enfin, ça permet de développer des choses sur mesure et c'est avec une qualité correcte pour des coûts très faibles. Donc c'est vraiment une bonne chose. Alors forcément, la question qui fâche, tu la vois venir. De qui on va parler d'après toi? Jean-Michel Jarre? Non, bah non, alors non, on va pas. Alors moi, moi, grand fan de Jean-Michel Jarre, je n'oserais pas. Tu le connais? Il vient, d'accord. J'aimerais bien, mais. Non, moi, si je suis là, c'est grâce ou à cause de Jean-Michel Jarre. J'ai baigné dans sa musique étant tout petit à 6 ans, et c'est ce qui m'a fait aimer les synthés, les sons, la musique. Il a eu un impact. C'est simple, il a démocratisé littéralement le synthé. Tout simplement, il l'a rendu accessible et visible, ce qui est un taf monumental. Donc juste pour ça. Après, musicalement, c'est autre chose. C'est pas ma tasse de thé, mais juste pour attention, hein. Juste pour la démocratisation, enfin du synthétiseur, respect à vie. Déjà. Et alors c'est marrant parce que ça me fait penser à un point commun qu'on a ici quasiment avec toutes les machines, c'est qu'on a des claviers. Et finalement, est-ce que le clavier est le meilleur outil possible pour un synthétiseur? Pas forcément. Et ça a été un argument un petit peu marketing parce que c'était facile de mettre un clavier parce que c'était facile à comprendre. Mais finalement, par rapport aux possibilités qu'ont un synthétiseur, en fait, finalement, il y a presque rien de pire qu'un clavier parce qu'au niveau expressivité, on va pas très très loin, quoi. Alors maintenant avec le MPE, on arrive un petit peu à s'en sortir un petit peu, mais c'est quand même marrant que ce soit ça qui se soit imposé, alors que finalement c'est peut-être pas l'idéal. Est-ce qu'il y a des fois des demandes on va dire d'augmenter l'expressivité des synthés à l'aide je sais pas, de changer le clavier contre des claviers aftertouch alors qu'il en a pas, ou des choses comme ça par exemple? Ouais, ce genre de demande, ça peut arriver effectivement, qu'on nous demande de rajouter de l'aftertouch. Alors des fois c'est possible et des fois non, on va dire. Malheureusement. Là, c'est à toi de reprogrammer de revoir le circuit pour que l'aftertouch agisse sur des paramètres, quoi. Et en général, ça veut dire qu'il faut changer le clavier aussi. Enfin, il faut rajouter des choses. Alors ça aussi, on va dire, c'est un parti pris qui est pas trop le mien, qui est de dénaturer le moins possible les machines d'époque, les limitations qu'elles ont. On essaye de les garder. C'est ça qui fait le charme de l'instrument. Des machines beaucoup plus expressives, c'est pas ça qui manque. Avec les offres des synthés modernes, souvent beaucoup moins cher en plus. Trop des fois même, on sait même plus quoi en faire de toutes ces modulations. C'est ça. Donc il y a quelques modifications qu'on peut faire, mais on est assez sélectif sur ce qu'on. Le respect de l'instrument, voilà. C'est mon côté un peu. Non mais c'est bien. Amateur, mais et musée. Mais voilà, c'est mon point de vue en tout cas. Non mais c'est bien, écoute, c'est ta boutique en même temps, hein. Alors donc c'était pas Jean-Michel Jarre dont je voulais parler, c'était évidemment de Behringer, voilà, puisque forcément grand sujet. Alors c'est à la fois de Behringer mais aussi à la fois de Moog, hein, qui a été malheureusement racheté, comme t'as dû le voir. Voilà, ouais, donc on sait pas ce que l'avenir réserve, mais à mon avis rien de très très bon. Mais justement, on est vraiment un petit peu depuis quelques années dans une transition entre Behringer qui arrive à recréer des vieilles machines à très bas coût et finalement Moog qui était un petit peu la Rolls-Royce. Bon, ça fait partie des grandes marques qui sont un petit peu en train de chercher un petit peu à descendre la qualité en sortant des petits modulaires, des petits trucs en plastique DI. Qu'est-ce que tu penses justement de ça? Est-ce que c'est une bonne chose alors on va commencer par Behringer. Est-ce que c'est une bonne chose de démocratiser et d'éventuellement faire un petit peu baisser le marché de l'occasion en rendant accessible à tous le son des synthés analogiques, ou est-ce que pour toi c'est une hérésie d'aller recopier tout ça de manière sans vergogne? Alors une hérésie non, c'est absolument pas. C'est des machines qui ont 40, 50 ans. Qui en plus pour la plupart coûtent des fortunes. Donc moi je trouve ça super de les rendre très accessibles pour le commun des mortels, clairement. Après, faut juste bien être conscience que c'est des machines qui dans
5-10 ans, on verra ce qu'il en reste, mais je suis pas convaincu que ça aille beaucoup plus loin. J'espère me tromper. Ah ouais, t'es pas toi qui connais du coup forcément les circuits, les composants. J'imagine que t'en as déjà démonté et tu penses que ça va pas durer dans le temps, que ça va vite cramer. Puis pour la simple raison qu'à la première panne, qui va vouloir se réparer ça avec le coût de maintenance qui équivaudra à peu de choses près au coût du synthé. D'ailleurs, c'est des politiques de Behringer, c'est de pas, il n'y a pas de service après-vente. Le service après-vente, c'est soit c'est sous garantie et on te change tout ton appareil, peu importe la panne, à la limite. Soit tu es plus sous garantie et puis débrouille-toi. Ils communiquent pas de schéma, il n'y a pas de centre agréé à Behringer. Qui répare rien d'ailleurs vu qu'ils ont pas le droit. Enfin, donc c'est soit tu l'amènes à quelqu'un qui le réparera mais sans schéma, donc il va prendre du temps pour. En plus c'est du CMS, donc bref, pour mille et une raisons, économiquement ce sera jamais viable quoi. Oui, parce qu'on a un modèle D je crois qu'il tourne autour de 200 euros. Si tu fais travailler quelqu'un dessus, forcément en coût de main d'œuvre et de temps à rechercher, de coût des pièces, t'as vite fait de payer le prix du synthé, donc de t'en racheter un neuf quoi à la limite. Mais pour l'instant, alors est-ce que parce que c'est vrai qu'ils ont commencé quand même par attaquer le marché avec des produits vraiment très très bas. Là, t'as vu qu'ils ont refait l'Oberheim, l'OB6, l'OBX, ouais. Où là par contre on commence à atteindre des tarifs qui commencent à gratter un petit peu. Là on verra si dans ce cas-là, est-ce que s'il y a une panne, est-ce qu'ils acceptent quand même de réparer, on espère. Et est-ce que peut-être que finalement ces machines, une fois qu'elles seront plus fabriquées par Behringer, est-ce qu'elles vont peut-être pas elles aussi devenir entre quelque sorte vintage dans quelques temps? Est-ce qu'il y aura peut-être un intérêt à les réparer du coup? C'est possible. Enfin, je pense que le seul moyen que les gens se mettent à les réparer, c'est bête à dire, mais si leur prix se justifie une réparation quoi. Ouais. Sinon c'est clair qu'il y a zéro chance. D'accord. Après si ça devient aussi cher qu'un Memory Moog, tant mieux. Ouais. C'est ce que je leur souhaite. Et là, sans doute qu'il y aura des gens qui se prendront la tête pour les réparer. Mais c'est vrai que quand on part avec une machine sans schéma, avec du numérique très embarqué, ça refroidit plus que un OBXA jeu de base où la partie numérique elle est très réparable, très très limitée et relativement simple. Voilà, on verra ce que l'avenir nous propose. Mais sinon, le point positif dans tout ça, c'est que effectivement, les machines qui sonnent quand même bien, voire très bien. Et ça permet pour une fraction du prix de l'original d'avoir accès à des sons mythiques. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est certain, c'est le prix. Par exemple, moi j'avais acheté la TB303, je crois que je l'avais payé 70 euros, c'est le prix d'un plugin, quoi, d'un VST. Donc c'est vrai que bon, après ça va pas dans le sens de l'écologie et tout ça, parce qu'on achète quand même beaucoup de plastique et voilà. Mais bon. Mais en tout cas, moi je trouve le délire de Behringer de vouloir recréer tout ce qui n'existe plus est pas pire qu'un Arturia qui va refaire ça en VST, puisque il y a pas plus de vol on va dire de concept, que ce soit du hardware ou du software, sauf que là le software est un petit peu moins consommateur de ressources, c'est sûr. Mais moi qui ai quand même quelques Behringer à la base, j'étais pas pour. J'ai un 2600 du coup. J'aurais pas pu me le payer et lutter, c'est dur de lutter. Aujourd'hui, il y a quoi? Il y a 2600 sur Cobol, un UBXA, et j'ai vu qu'ils ont annoncé il y a pas longtemps un Jupiter 16. Ouais. Ah, donc c'est sûr que sur le papier, ça fait rêver quoi. C'est que des machines de rêve, et encore une fois, le Cobol c'est quoi? C'est 300-400 euros. Ouais. Et c'est un original, la version clavier aujourd'hui, j'en ai vu partir à 9000, 10 000 euros. Ouais. Donc tu peux pas rivaliser, c'est sûr que c'est imbattable. Ouais. Et de toute façon, je pense pas que ça prenne en ligne de compte l'occasion qui restera toujours scalée, quoi. Je pense que c'est pas parce que Behringer arrive avec une reproduction de telle synthé que ça va décoter ou que ça va aussi, ouais. Ah ouais, tu penses? Ça peut faire baisser un peu, mais c'est pas une mauvaise chose, parce que c'est vrai que des fois t'as les codes qui sont déconnectés de toute réalité. T'as des Jupiter 8 à 30 000 euros. Ouais, des CS80 40 000, même plus 50 000. Ouais, des DX1, on en a un justement là. Il y en a un qui sur une vente
vente aux enchères, je suis bien connu, qui a essayé de le mettre à 100 000 euros. Bon, au bout d'un moment, ça rime plus à rien et les gens essayent, ça spécule, mais ils les vendront jamais à ce prix-là. Enfin voilà quoi. Et alors donc pour terminer, donc à l'inverse, Moog qui est un petit peu en train de pas dégringoler, mais bon en tout cas ça sent pas très très bon pour l'avenir de Moog. Et du coup peut-être aussi des synthés un peu premium, parce que si eux non plus ou la clientèle ou les moyens de fabriquer des synthés haut de gamme, on va voir ce qui va devenir des autres marques. Qu'est-ce que tu penses de ça du coup? Ouais, Moog ça sent vraiment pas bon, ça c'est sûr. Moi je vois pas comment ils peuvent changer le cap. Ouais. Enfin, ça fait un moment qu'ils sont sur une pente glissante et là, c'est pour moi ils ont juste pris un espèce de à toboggan qui va les faire chuter encore plus vite. Mais dans un marché où t'as Behringer, enfin en gros, ils veulent à peu près marcher sur le même terrain qu'eux, de ce que j'ai cru comprendre, à part pour peut-être une poignée de modèles très réduits qui seraient toujours faits aux US. Ils disent qu'ils vont continuer certains. Moi, mais bon, c'est pas. Enfin, moi, je suis vraiment pas très confiant du tout sur cette démarche. Et je suis très pessimiste et je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Enfin, je leur souhaite, hein, mais je sais que ils ont dû virer je sais pas combien d'employés. Enfin bref, c'est un peu catastrophique, quoi. Ouais. Oui, surtout qu'en plus, là, je vois tous les synthés. Et c'est vrai que dans tous les cas, c'est de très belles machines puisque il y a des beaux matériaux, il y a du bois, il y a vraiment beaucoup de choses. Et c'est vrai que les synthés qui sortent aujourd'hui, à part qu'on tape vraiment dans le très haut de gamme, c'est-à-dire du Moog One ou du gros Prophet ou à la limite et encore même le nouvel Oberheim, il est pas, enfin, il est assez carré, c'est pas non plus une merveille. C'est vrai que ça aussi, ça s'est un petit peu perdu. Et on se demande quelle va être la relève de tout ça, de tout ce qu'il y a là, quoi. Bah alors ça c'est la vraie question. Bon alors moi, encore une fois j'ai mon point de vue qui est très très biaisé, mais d'un point de vue de l'esthétique et des matériaux utilisés, et de la qualité d'assemblage, de construction, de design entre guillemets, je parle vraiment de l'aspect Oui, conception. conception, démontage, facilité de réparation. Tout ça, on fera jamais mieux que ce qu'on a fait dans ces années-là, parce que l'industrie était vraiment pas faite de la même manière. Et il y avait plus de budget, c'était un plus gros marché aussi. Et donc c'est pour ça que, à moins effectivement, comme Korg est en train de le faire sur le PS 3300, de sortir des toutes petites séries de très très haut de gamme avec un tarif premium, on retrouvera jamais. Et puis encore, enfin quand je dis ça, même je suis sûr que le PS, 3300 qu'ils sont en train de refaire, ça va être quand même du CMS moderne, des micro-composants. Ça va sonner très très proche, voire quasi pareil, mais ce sera ni les mêmes composants, ni vraiment la même machine. Ce sera quelque chose de très très proche, mais l'intérieur sera différent, quoi. Voilà. Donc on pourra s'en approcher de temps en temps sur des petites séries, mais on fera plus jamais ce qu'on a fait comme on a fait dans les années 70-80. Voilà. Sur des pièces très très précises et un peu rares, comme par exemple un Memory Moog, un Four Voice d'Oberheim, des choses comme ça. Mais c'est plus sur demande et c'est pas une activité principale. Mais le principal, c'est la réparation. On fait de la vente de pièces détachées aussi. On a un site internet qui est en train d'être monté et une boutique en ligne sur Reverb aussi. Voilà. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment faire un petit tour. Tu vas nous faire le tour de tes machines préférées. Oui, juste une question qui me revient. Est-ce qu'il y a une machine vraiment que t'aimes plus qu'une autre, ou que t'as adoré réparer, ou que t'étais triste de voir repartir peut-être? Bien sûr, plusieurs, mais la numéro 1, enfin en tout cas ma plus belle sur restauration, c'était un Korg PS 3300. Ah ouais, bon. Ça m'a pris 8 mois quasiment. C'était mon premier Korg PS en plus, donc j'étais pas du tout familier avec l'architecture, les composants, la nomenclature, les schémas, bref. Donc c'était un peu le baptême du feu des Korg PS. Et ça a été vraiment, c'était vraiment du bonheur, quoi, de faire étape par étape et de voir que la machine reprend vie. Et c'était une épave complète, il y avait plus rien qui marchait.
Et j'ai dû changer. Alors, j'ai encore les chiffres en tête parce que ça m'a un peu pas traumatisé, mais il y avait 600 condensateurs à changer, 22 connecteurs qu'il faut s'enlever et recabler chaque. C'est des connecteurs 56 connecteurs avec à 22 broches. D'accord. Et il faut câbler chaque broche à la main, quoi. D'accord. Okay. Donc il doit y avoir 900 câbles qu'il faut souder, dessouder. En bref, c'est un boulot, c'est titanesque. Et le résultat final était vraiment à la hauteur de la passion et puis du travail que j'y ai mis. Donc j'étais ravi. Je crois que la première nuit où il a fonctionné, je suis resté dessus toute la nuit. Je me suis couché vers 6h du matin parce que c'est une machine incroyable. Il est vivant. Puis c'est une machine. Enfin, il y a aucun synthé qui sonne comme ça. On est à des kilomètres d'un Prophet 5 ou d'un Memory Moog. Bon, c'est des machines qui sonnent déjà pas pareil entre elles, mais l'architecture des cordes PS c'est très particulière. En gros, chaque touche a sa propre voix de polyphonie. Donc chaque touche a un ou deux ou trois oscillateurs. Son filtre, ses enveloppes, ses semi-modulaires en plus. Enfin bref, il y a vraiment des textures qui ne peuvent être faites qu'avec cette machine. Voilà, donc c'était C'était pour un client. C'était pour un client. Bon, on va pas parler de la facture finale du coup. Hein. il était illimité. Il dit allez vas-y. il s'est bien rattrapé avec son prix de vente, mais d'accord, c'était pour revendre alors. Ok, c'était pour revendre. Et oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a des clients, j'imagine, qui sont pas en mode illimité, mais entre guillemets, tout ce qu'ils veulent, c'est que ça marche et ils te disent bon bah tu passes le temps qu'il faut passer et puis. C'est pas. Je dirais que c'est. Ouais, ça doit être une courte majorité qui sont comme ça. Ouais. C'est très 50-50, mais effectivement, c'est les plus agréables. C'est les restaurations complètes où là, on démonte tout jusqu'au moindre. J'ai fait un boulon et on restaure tout, on polit, on cire. Avec la machine, si elle ressort quasiment neuve, et c'est vrai que c'est très satisfaisant chez tous les points de vue. Ouais. Ça va être dur des fois à estimer quand même quand un client t'apporte une machine et qu'il a un budget limité, d'essayer toi de lui dire voilà après avoir inspecté la machine, d'estimer combien ça va coûter. Ça dépend vraiment du type de machine. Si c'est mettons un Juno 106 ou des machines en général c'est les japonais, c'est des machines qui sont globalement beaucoup plus fiables, qui vieillissent beaucoup mieux que les machines américaines comme un Memory Moog ou un Prophet 10. Et donc sur ces machines-là, c'est rare qu'il faille tout revoir de A à Z. Ce qui n'empêche qu'il y a quand même des potentiomètres qui ont 40 ans, des choses comme ça, mais il y a quand même beaucoup moins de problèmes de conception ou de surprise. C'est très rare. Sur les machines américaines, si c'est des grosses restaurations, on fait pas un tarif horaire, on fait un genre de forfait, parce qu'on va passer 50, 60 heures, peut-être plus dessus. Et puis, alors, quand c'est la première fois, tu peux pas. Les premières fois que j'ai une machine, c'est rare, mais ça arrive encore. Je facture 1 heure sur 2, grosso modo. Le temps de découvrir, de me faire mes fiches, voilà. Mais des fois, même des machines où j'en ai eu 6 ou 7, tu te fais toujours surprendre par... en fait, comme les pannes, c'est rarement 2 fois les mêmes, ça fait encore partie de la part de la sur-mesure. T'apprends toujours. Mais du plaisir aussi. Mais ouais, challenge de trouver un truc. C'est super stimulant. C'est jamais 2 fois les mêmes pannes. Faut essayer de comprendre l'origine du problème. Ouais. C'est très stimulant. Puis des fois, c'est du détective pendant 3 mois pour chasser la moindre panne. Et puis des fois, la panne, tu la trouves sur 30 secondes avec de l'expérience. Le soir, avant de t'endormir, tu réfléchis. Ah, mais c'est peut-être ça. Tu notes. C'est sûr, ça reste dans la tête. Après, c'est des formations professionnelles, mais sans déconner, il y a des fois où, forcément, quand tu restes bloqué sur un truc, le soir, tu rentres, tu penses qu'à ça. C'est obligé. Il faut je comprends bien. Tant que t'as pas la conclusion du truc, t'as du mal à dormir. Mais bien sûr. C'est ça. On a tous un problème avec ça. Bon, on va faire un petit tour on va visiter tout ça. Merci en tout cas. On va commencer ce petit tour avec le plus petit synthé du monde, Yamaha DX1. Donc voilà, c'est un double DX7 version de luxe avec un clavier en bois 78 touches, 79 pardon, avec un aftertouch polyphonique. Donc c'était le très haut de gamme de Yamaha à l'époque.
Sachant que bah, ça reste un DX7, mais enfin, ce serait l'équivalent d'un DX5 de luxe en fait, pour faire très court. Ils ont je crois qu'ils en ont produit 40 ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment des pièces uniques. Dans les machines un peu atypiques, il y a ce Prophet 10 qui est en rack. Donc c'est-à-dire qu'il a été scié. Parce que juste de l'autre côté, il y a la version avec le double clavier, si jamais tu veux montrer. On en parlait tout à l'heure. On a dégoté ça et on va essayer de faire un espèce de Prophet 20. Ça va être marrant. C'était custom du coup, ouais. Pour un besoin, ouais. Scié, donc un rack, c'est ça. Du coup, il est relié en MIDI directement. Il se pilote comme ça. Juste au-dessus, on a le fameux 4Voice d'Oberheim. Donc c'est littéralement 4 synthés monophoniques pilotés par un clavier. Et son extension, 4 voix pour faire un 8 voix. Donc c'est vraiment, enfin, ça c'est un de mes grâles aussi en termes de son avec le PS 3300. Ça offre des possibilités vraiment dingues parce qu'on peut régler chaque voix indépendante. Alors ça, bah c'est basé sur un EMS scintissant, donc qui était un des modulaires, un des premiers modulaires, mais revisité par Analog Solutions et x2. Il y a 2 étages qui sont presque identiques, donc c'est-à-dire que par étage il y a 12 oscillateurs, une banque de 8 filtres, 4 VCA, 2 LFO, un séquenceur à 64 pas, des petits oscilloscopes pour visualiser les formes d'ondes, des matrices de modulation complètes typées EMS. Donc voilà, il date de quand celui-là ? Il a été fait il y a quelques mois. C'est une machine très récente. Il fait extrêmement neuf, mais donc il est extrêmement neuf, d'accord. C'est ça, ouais, il est très très neuf. Vraiment pour de la recherche sonore, c'est ce qu'il y a de plus... Bon, moi c'est pas trop mon type d'instrument. C'est très typé, ouais. Parce que bon, moi on en parlait tout à l'heure, mais moi je suis vraiment quelqu'un où il faut des claviers. À peu près une fourchette de prix ou quelque chose comme ça. Ouais, il faut compter 50 000 pounds. D'accord. Par taxe. Ouais, c'est anglais. Donc c'est relativement cher. Là, on a une autre pièce intéressante qui est un Moog 3P. Donc c'est un modulaire d'époque. Un ancêtre du 900. C'est ça. C'était avant le 900 ? Je sais plus. J'ai un doute. Non, je crois que c'était juste après. Enfin, en tout cas, c'est les mêmes modules, mais organisés différemment, quoi. Et par cabinet, comme ça, il y en a 4. Donc là, il y en a 3 et le 4e est juste en bas. Donc c'est même des pièces assez rares. Ça va être très intéressant à réparer. Il faut juste qu'on s'y mette. Ça va pas tarder. Là, on a quelques Prophet 5. C'est des Rev 2. Donc c'est la révision qui est la plus, on va dire, la plus intéressante au niveau du son. Un peu plus fiable que les Rev 1, qui sont des horreurs absolues, mais ça reste très compliqué. Faut une énorme dose de travail et il y a des tas de circuits qui sont très très durs à trouver et chers. Donc voilà, si vous avez des Rev 2, on dirait celui-là, on dirait qu'il est neuf. Ouais, non, on vient de le terminer lui. Ouais, celui-là c'était le forfait sur restauration, donc on l'a bien briqué. Et puis bon, il sonne aussi bien qu'un F3. Ah bah ça c'est les synthés japonais, les Korg, les Yamaha, on va les voir tout à l'heure, ils ont tous cette espèce, en fait c'est un espèce de papier autocollant. On a quelques Pro One, donc pareil c'est le monophonique classique de chez Sequential. Bon bah après on peut les faire un par un, mais là c'était un peu pour les pièces. C'est un multi-Moog. C'est marrant parce que là les moulages tout en plastique comme ça. Là, ça c'est pareil, c'est typique Moog fin des années 70, époque Polymoog, Micro-Moog, Multi-Moog. Quand ils essayaient de réduire un peu les coûts. Déjà. Tu passes du modèle D avec un beau caisson
avec du plastique moulé de partout, quoi. C'est un peu, on retrouve un peu le design des matriarches et ça ressemble un petit peu à les Moog, le matriarche. Ouais, dans l'aspect un peu noir et puis soviétique, ouais. 70, c'est marrant. Ouais, il y a un truc comme ça, c'est clair. Un Obi-Wan de chez Oberheim, qui est un genre de SEM, mais pas tout à fait. Il y a quelques petites subtilités dans les filtres. Mais sinon, c'est grosso modo, c'est comme une voix d'OBX qui est grosso modo la même chose qu'un SEM. Donc, deux oscillateurs, et un filtre, tu passes bas. Et puis des enveloppes. Voilà. Bon, rien de, mais c'est quand même très sympa. Bon, là, c'est la partie plus atelier. Avec, une partie, ça, c'est composant 3000, ça. Voilà, ouais, c'est un peu, c'est ce on a essayé de condenser ce qu'on utilisait le plus souvent. Et alors après, on a une autre pièce qui est remplie de carton, mais là, c'est ce qui est bien rangé. Et c'est quand on doit vraiment trouver quelque chose en moins de 30 secondes, quoi. Ça, c'est le cœur de l'atelier, quoi. Je l'établis. Donc il y a tout ce qu'il faut, des oscilloscopes, des machines à souder, des soudés, des tas d'outils de test. Bien sûr, bien sûr. Un petit bac quand on doit laver. Ouais, bah n'empêche, on rigole, mais ça sert beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Je les prends entièrement une heure. C'est ça, ouais, puis on les branche après, puis voilà, c'est bon. Bah, il y en a, j'ai même compris de la bière, de la vodka pendant les concerts. Bah, il y en a, il y a les choses les plus incroyables que j'ai trouvées dans les synthés. J'ai trouvé des yens, des crucifix, des montres. Yens, 10 balles, hein, non, ouais, des yens, c'est la monnaie japonaise, bien sûr. Des anciens francs, donc les pièces de monnaie, c'est classique. Des médiators, c'est courant. Alors de la drogue non, mais des fois j'ai trouvé des pinces et des tournevis. Donc vraiment c'est la blague. Qu'est-ce qui faisait le son en fait. Ouais, c'est ça, ouais, ça fait schklonk. Ça c'était pour les choses Théo, mon assistant en fait que j'ai pas présenté, mais il est là. Il bosse sur un CS20M. Donc voilà, c'est l'occasion de voir. Donc celui-là, c'était une épave complète. Il a été percé en façade. Il avait 1000 problèmes, donc on a réussi à le rendre entièrement fonctionnel et propre. Bon, après, il reste les trous qu'on va mettre sur des petits caches. Il a été percé. Je ne sais pas. Le propriétaire m'a dit qu'il l'avait récupéré d'un gars quelqu'un. Il lui a fait mettre des poignées aussi, ce qui est très pratique pour le porter, mais qui donne un look un peu bon. Voilà. Donc le CS20M qui est la même chose mais divisé par deux, c'est-à-dire que le CS40 il est duophonique et le CS20M il est mono, mais c'est la même architecture, le même son. La seule différence, il me semble que c'est le ring modulator qu'il y a sur le 40M et pas sur le 20M. Et il y a 2 fois plus de mémoire d'ailleurs. Oui, alors vu qu'il est ouvert, on en profite parce que justement, allez. Quand on voit plus ça, forcément, là, si on ouvre un Behringer, on voit pas un seul câble qui traîne, enfin, on en voit 2 ou 3 maximum. C'est ça, ouais, ce sera pas la même architecture, ni bon, ce qui peut être une force, hein, d'ailleurs, d'avoir trop de connecteurs, c'est pas forcément une bonne chose. Des sources de panne, mais bon. Mais c'est vrai que c'est extrêmement rare, par exemple, dans ces machines, d'avoir des connecteurs, défectueux. Sauf s'ils se font manger par la corrosion des piles ou des choses comme ça. Mais sinon, c'est très rare. C'est des machines quand même d'une fiabilité, remarquable. Et là, par exemple, tu peux tout changer. Là, dans la moindre pièce, il y a pas... Alors, les Yamaha, la petite particularité, c'est les circuits intégrés. Ouais. Par exemple, celui-là. Il y a beaucoup de circuits intégrés dits propriétaires, c'est-à-dire qu'ils ont été faits pour la marque. Et donc, c'est pas des choses qu'on va pouvoir remplacer au pied levé. En gros, pour le trouver, il faut que j'ai un autre Yamaha sous la main et que je pioche des puces ces mêmes puces dedans, quoi. Mais ça concerne un petit nombre de circuits dans la totalité. Et tout le reste, on peut le remplacer sans souci. Voilà, c'est l'atelier soudure, donc. C'est ça. Des dizaines de condensateurs à changer. Juste derrière toi, c'est un mélange d'outils, de consommables, et là, par exemple, on a tous nos circuits intégrés. Encore une fois, triés par marque ou fonction. Là, on a tous nos potentiomètres, parce que ça, c'est un des éléments les plus cruciaux
cruciaux, des synthétiseurs. On va faire des tas de potentiomètres pour telle ou telle machine. Donc ça, c'est que des petites choses sur mesure qu'on va faire. Pareil, des touches, ça peut servir. Donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Encore un peu plus d'outils par là. C'est pas toujours bien rangé, mais comme tout bouge très vite et qu'on fait du rangement plusieurs fois par jour. Une petite Lindrum avec un Korg Poly 800 dans son carton d'origine quand même. Ouais, ça rigole plus. On a un autre mini Moog, Juno 106. Ah, le CS30 qui est pas si courant que ça. Ouais, je vais dire. Qui est un synthé Yamaha avec un séquenceur intégré avec un fonctionnement un petit peu particulier. Après, bon, sinon, tous les Yamaha CS ont plus ou moins le même son, parce que c'est les mêmes circuits intégrés pour les oscillateurs, le filtre, les enveloppes, les formes d'ondes. Voilà, donc ça reste une identité sonore commune entre un CS20, CS30, CS40, CS50. Il y a vraiment c'est sûr que c'est la famille Yamaha, quoi. Au niveau du son, il n'y a pas de doute. Quelques jeux, deux Jupiter 8. Il y en a un, c'est une épave qui doit être restaurée. Celui-là, il a pris le pire, il y a cette espèce de, alors je sais pas si on le voit dessous, il y a ça là, une espèce d'anneau. Je ne sais absolument pas ce que ça vient faire là. Il a été vissé de l'intérieur. Donc voilà, on va essayer d'enlever tout ça. Une espèce de boucle, je ne comprends pas. Non, voilà. Voilà, non mais lui, il va être restauré de fond en comble. C'est un peu une épave pour le moment. Puis voilà, bon après il y a encore. Ouais, là, il y a quand même. Encore des choses dessous, des vis, de la boulonnerie. C'est ce petit machin. Un petit section bleu, ça c'est un Wasp. Ah oui. Hop. Ah ouais, c'est vraiment des. Donc pareil, lui c'est une épave, faut qu'on le restaure. Un autre Prophète VS. Enfin en tout cas moi c'est un peu le pied de travailler ici. C'est des conditions super agréables, on s'amuse bien. Bon, des fois c'est un peu la galère quand on tombe sur des pannes qui mettent des semaines à résoudre. Ça c'est un iPhone 8 Plus. Ouais, c'est ça. Tu fais aussi les marimbas. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, j'ai essayé de réparer mon propre téléphone, mais bizarrement, j'arrive beaucoup moins bien. À part changer sur la batterie, je peux pas faire grand chose. C'est déjà pas mal. Ok, écoute, merci beaucoup pour ton accueil. Merci à toi, Nicolas. Ouais, écoute, bonne continuation. J'espère que j'allais dire qu'il va y avoir beaucoup de synthés en panne, mais non, on va pas leur souhaiter non plus de. Juste pas tous en même temps. En même temps, voilà. Parce que là, bon, ça devient compliqué. Et oui, il y a une petite chose pour venir te contacter, c'est que sur rendez-vous. Hein, ouais, que sur rendez-vous, parce que alors ça nous fait toujours très plaisir de prendre 5 minutes pour discuter et puis pour montrer telle ou telle machine. Mais c'est vrai qu'on est quand même que deux pour le moment. Et on peut pas tout faire et on a beaucoup de retard sur tout. Alors, s'il vous plaît, prenez rendez-vous. Merci beaucoup. On vous recevra avec plaisir. Donc voilà, écoute, merci beaucoup. Merci à toi.